Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'aspect morphologique ainsi que le profil immunohistochimique d'un lymphome qu'on appelle le lymphome lymphoplasmocytaire. À partir du nom, on pourra déduire l'aspect morphologique de cette prolifération, notamment comme vous l'avez remarqué, on a deux composantes sur le nom de ce lymphome. On a lympho en relation avec la composante lymphocytaire qui va être représentée par des lymphocytes B de petite taille, et on a le deuxième mot, la deuxième partie du nom de ce lymphome qui est plasmocytaire, et ça fait référence à la composante plasmocytaire, sauf que on a deux possibilités. Soit on a des plasmocytes qui sont matures, ça veut dire ça rappelle la forme de plasmocytes normaux réactionnels qui vont assurer la sécrétion d'immunoglobulines, ou bien alors on a la phase intermédiaire entre lymphocytes et plasmocytes, et dans ce cas on va parler d'un lymphocyte plasmacytoïde. Cette entité qui est le lymphome lymphoplasmocytaire est souvent associée à une autre entité qu'on appelle la macroglobulinémie de Waldenström, qui est caractérisée par la présence au niveau sérique, ça veut dire au niveau de la circulation sanguine, d'une quantité importante, excessive d'immunoglobulines, souvent de type IgM et rarement d'autres types comme l'IgG et les IgA. Voilà, donc ceci va être le prélément qu'on va examiner afin d'évaluer l'aspect morphologique du lymphome lymphoplasmocytaire ainsi que pour voir son profil immunohistochimique. On vous a choisi pour cette vidéo la biopsie ostéomédulaire qui est l'atteinte la plus constante au cours de ce lymphome lymphoplasmocytaire. Donc on a réalisé notre biopsie ostéomédulaire qui est réalisée au niveau de l'épine iliaque bien sûr. On a pris notre carotte biopsique après technique de décalcification. Et puis par la suite, par la coloration HE, on a ce résultat qu'on est en train d'observer. On voit très bien que notre carotte s'est fragmentée en deux fragments, un qui est en haut et le deuxième qui est en bas. On voit également à faible grossissement la présence de ces travées osseuses, et puis ces travées vont délimiter des espaces qu'on voit entre les travées, qu'on appelle les logettes médulaires ou bien aussi les espaces médulaires. Alors au niveau de ce tissu médulaire, on a des zones qui rappellent l'aspect d'un tissu hématopoïétique normal. Mais il faut savoir que ces zones normales sont peu représentées parce que la biopsie qu'on est en train d'observer, elle est massivement infiltrée par notre lymphome. Donc je vous montre tout d'abord l'aspect qui rappelle un aspect de moelle osseuse qui est normal. Et là, on peut voir les différentes lignées de l'hématopoïèse, notamment ici cette grande cellule avec un noyau qui est divisé en plusieurs lobes, qu'on appelle le mégakaryocyte, qui va être à l'origine de la production des plaquettes. On a également des îlots érythroblastiques qu'on voit ici, responsables de la production des globules rouges, et puis on a également des noyaux qui sont un peu divisés en plusieurs lobes et qui reflètent la population granulocytaire avec, comme vous l'avez déjà remarqué, un degré variable d'éosinophilie. Il y a des cellules avec une éosinophilie qui est marquée et d'autres un peu moins, et ça représente la population granulocytaire qui va être responsable de la production des granulocytes au niveau de la circulation sanguine. Ceci représente l'aspect du moelle qui est sensiblement normal. Et vous voyez très bien que lorsque je passe à un plus faible grossissement, ça donne cette teinte qui est grossièrement éosinophile. À la différence de cette teinte, on a beaucoup de zones qui ont un aspect différent, qui ont un aspect plutôt basophile. Ce qu'on note par exemple à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau, là aussi, tous les foyers que je suis en train de vous montrer, ça représente des foyers anormaux qui sont en fait les foyers d'infiltration par le lymphome lymphoplasmocytaire. Et ces foyers, ça prend nettement l'aspect de nodules, c'est des formations qui sont un peu sphériques, des infiltrats nodulaires qui sont à la fois disposés au contact de structures trabéculaires, ça veut dire au contact des travées osseuses, comme par exemple à ce niveau, regardez un joli nodule qui est accolé à la travée osseuse à ce niveau. Et ça, on l'appelle un nodule paratrabéculaire. Alors que ce n'est pas la seule architecture qu'on peut observer, on a également d'autres nodules qui sont disposés sans relation avec les travées osseuses, et donc c'est des nodules qu'on va appeler tout simplement non paratrabéculaires. Ceci est important parce que le type d'infiltration qu'on appelle en anglais le pattern, ce pattern
il peut nous orienter pas mal de fois vers le type du lymphome en raison de cette infiltration. Notamment si on avait trouvé par exemple une infiltration qui était uniquement par intrabéculaire, ça veut dire tous les nodules observés sont au contact de travées osseuses, alors là je vais penser tout d'abord à un lymphome de la zone marginale et pas à un lymphome lymphoplasmocytaire. Alors on va choisir un parmi les nodules qu'on avait objectivés, ce nodule par exemple, et on va passer à un plus fort grossissement. Et là, déjà, au faible grossissement, le raisonnement il est clair. Quand on a un aspect qui est basophile, ça veut dire qu'on est en train d'observer des cellules qui ont un haut rapport nucléocytoplasmique. C'est exactement ça ce qu'on a sur notre foyer, et là on voit très bien la prédominance de cellules qui sont de petite taille et qui sont dotées d'un haut rapport nucléocytoplasmique avec essentiellement la visibilité de leur noyau, alors que le cytoplasme il est en quantité minime. Alors toutes les petites cellules qu'on est en train d'observer ici, que je suis en train de vous montrer, c'est des lymphocytes, et donc c'est la première composante de notre lymphome. En même temps, si je cherche bien, et ces cellules elles peuvent être un peu cachées, comme par exemple à ce niveau, ça c'est des plasmocytes qui représentent la deuxième composante de notre lymphome. Alors c'est une cellule avec un noyau qui est excentré au niveau d'un pôle de la cellule, et puis l'autre pôle va être réservé pour le cytoplasme. Il y a un tout petit détail qui a toute son importance également, c'est qu'au niveau du cytoplasme, on a deux teintes différentes. On a la basophilie caractéristique d'un plasmocyte, mais on a juste en périnucléaire, juste à côté du noyau, une zone qui est plutôt claire. Et c'est là, ça représente l'emplacement de l'appareil de Golgi. Alors si je vais chercher, je vais tomber bien sûr avec une prédominance de petites cellules, de lymphocytes qui sont matures, je vais tomber sur d'autres plasmocytes, comme par exemple à ce niveau, regardez le caractère excentré du noyau et puis le caractère basophile à ce niveau du cytoplasme de cette cellule plasmocytaire. Alors l'ensemble des cellules plasmocytaires, jusqu'à maintenant on vient d'observer deux plasmocytes, ils ont un aspect qui est mature, ça veut dire ça rappelle l'aspect d'un plasmocyte qui est normal. Alors si je passe maintenant au deuxième nodule, on pourra peut-être tomber sur d'autres exemples de plasmocytes. Effectivement, c'est ce qu'on a par exemple ici avec le noyau excentré, le cytoplasme avec les deux teintes, cette clarté en périnucléaire à ce niveau. On a un autre qui est à ce niveau, toujours avec la clarté qui est caractéristique, là aussi un plasmocyte, et on va tomber sur d'autres exemples, notamment ici, bien sûr, tout en étant mélangé à des lymphocytes de petite taille. Donc une prolifération lymphomateuse, une prolifération tumorale maligne avec deux composantes, lymphocytaire sous forme de lymphocytes petits de taille et une deuxième composante qui est faite de plasmocytes. Dans cet exemple, on a des plasmocytes qui sont matures, mais on a d'autres possibilités. Alors pour ce cas, on va l'appeler un sous-type lymphoplasmacytique, vu le caractère qui est mature des plasmocytes qu'on vient d'observer. Dans les autres cas, ça veut dire si jamais on va tomber sur des plasmocytes qui sont d'aspect immature, ça veut dire ce qu'on appelle des plasmoblastes, alors là on va parler d'un sous-type qui est dit lymphoplasmocytoïde. Et il y a un troisième sous-type également qu'on appelle le sous-type polymorphe, qui est caractérisé par une richesse de cellules de grande taille et qu'on croit être le stade qui va précéder la transformation en un lymphome B diffus à grande cellule. Alors il y a un petit élément important également qu'on pourra objectiver sur les cas de lymphome lymphoplasmocytaire, mais que j'ai malheureusement pas trouvé sur ce cas. J'ai cherché un autre cas qui est celui-là. Là aussi il s'agit d'une biopsie ostéomédulaire, on voit très bien les travées osseuses en rose, et puis entre ces travées les espaces médulaires, et je vais vous montrer directement les foyers pour montrer un peu ces deux caractères qu'on trouve souvent sur les cas de lymphome lymphoplasmocytaire. Alors ici, vous voyez très bien cet aspect basophile, cet aspect d'infiltration, parce que ici, la totalité de la moelle elle est infiltrée, et puis je vais agrandir à ce niveau, bien sûr pour vous montrer les éléments qu'on a déjà mis en évidence sur le cas précédent, notamment la présence d'une double population cellulaire, des lymphocytes qui sont de petite taille, mais aussi des plasmocytes, comme par exemple à ce niveau. Alors ces plasmocytes, ils représentent un caractère important ici, c'est l'accumulation de l'immunoglobuline, ça veut dire des anticorps à l'intérieur de leur cytoplasme. Et ceci va mener à une cristallisation de ces immunoglobulines. Et ça va prendre l'aspect de corps globuleux éosinophiles qui occupent une grande partie du cytoplasme des plasmocytes. Et ça refoule déjà, comme on le voit sur cette cellule, le noyau en périphérie. Ça déforme un peu l'aspect du plasmocyte comme on le connaît, et ça donne parfois même un aspect de cellule en bague à chatons comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Donc
voilà, donc tous les corps qui sont globuleux, arrondis et eosinophiles, ça représente ce qu'on appelle les corps de Russell, qui sont en fait la surcharge, voilà, d'immunoglobulines à l'intérieur du cytoplasme de ces plasmocytes. Alors si on cherche d'autres exemples, voilà ici par exemple, c'est un peu plus marqué, ce refoulement et cet écrasement du noyau en périphérie à cause de la surcharge importante en immunoglobulines par ces corps qu'on appelle les corps de Russell. Tous les corps que je suis en train de montrer, c'est des corps de Russell. Alors ces immunoglobulines, à l'origine de ces corps de Russell, peuvent également s'invaginer à l'intérieur du noyau et donner une inclusion, un corps, là également, qu'on va appeler le corps de Dutcher. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Vous voyez la cellule avec son noyau, avec le cytoplasme qui est en périphérie, c'est un plasmocyte, et puis on va à l'intérieur du noyau, une inclusion éosinophile, et c'est en fait une pseudo-inclusion, puisqu'on a du matériel cytoplasmique qui s'est invaginé à l'intérieur du noyau, le corps de Dutcher. Alors ils sont souvent observés dans les cas de lymphome lymphoplasmocytaire. Alors passons maintenant à l'étude immunohistochimique. Vous l'avez déjà imaginé, les deux populations cellulaires, lymphocytaires et plasmocytaires, on peut les mettre en évidence par des anticorps. Et on commence par un premier anticorps qui est l'anticorps anti-CD20. Un marqueur qui va marquer la population lymphocytaire sans marquer les plasmocytes. Et on voit très bien que ça met en évidence l'aspect et la disposition nodulaire. Tous les nodules qui montrent cette positivité, c'est en fait des nodules tumoraux. Bien sûr, on pourra passer un plus fort grossissement pour s'assurer de la nature de notre marquage. Et là, on confirme la positivité des cellules vu qu'on a un marquage qui est membranaire avec une négativité cytoplasmique et nucléaire. Un autre anticorps toujours appartenant à la lignée B, c'est l'anticorps anti-CD79A, et là, c'est un anticorps qui va marquer pas uniquement les lymphocytes, mais aussi les plasmocytes. On pourra le vérifier tout de suite. Voilà un nodule tumoral, un autre qui est là, un autre qui est là, un autre qui est là. Bref, toutes les zones qui sont marquées, toutes les zones qui paraissent sont marron, elles sont positives. Elles montrent une expression de ce CD79A. Et là, quand on passe à un plus fort grossissement, on va tomber sur des cellules d'aspect différent. Des cellules de petite taille, c'est la population lymphocytaire, et des cellules de plus grande taille, avec un cytoplasme qui paraît plus volumineux, c'est la population plasmocytaire. Un autre anticorps qu'on pourra utiliser également pour la mise en évidence de la composante plasmocytaire, c'est le CD138. Et lui, il va montrer la composante plasmocytaire comme ce qu'on est en train d'observer sur ce nodule où on voit plusieurs cellules qui montrent ce marquage membranaire. Alors ça, c'est la fin des lames virtuelles. J'aimerais passer maintenant à la récapitulation. Je vous mets bien sûr, comme toujours, en description les liens pour les lames virtuelles. Et comme ce qu'on disait, le lymphome lymphoplasmocytaire, c'est un néoplasme aux dépens de 3 types de cellules possibles, notamment les petits lymphocytes B, les lymphocytes plasmacytoïdes, c'est un peu le stade intermédiaire entre lymphocytes et plasmocytes, et en troisième lieu, on a les plasmocytes. Très souvent, ceci est associé à ce qu'on appelle la paraprotéinémie, qu'on appelle également la macroglobulinémie, qui est la production tout simplement d'IgM en excès. Rarement d'autres types d'immunoglobulines pourront être produits comme l'IgG et l'IgA. Et cette macroglobulinémie, elle a un nom propre et on l'appelle la macroglobulinémie de Waldenström quand on a bien sûr une atteinte de la moelle osseuse avec cet IgM sérique. Concernant l'épidémie, la médiane d'âge elle est de 70 ans, le sexe ratio il est de 2 sur 1, donc il y a une prédominance masculine, et puis les symptômes ils peuvent être secondaires à une infiltration tissulaire par les cellules tumorales, ou bien également à l'effet de l'élévation des IgM. La médiane de survie elle est de 5 à 8 ans, et puis sur le plan microscopique, ce qu'on a vu sur la vidéo c'est essentiellement l'infiltration de la moelle osseuse, qui est atteinte de façon constante. Et puis, concernant les patterns, on a une multitude d'options, soit une architecture qui est diffuse, nodulaire, et quand on parle de nodulaire, ça doit associer le paratrabéculaire et le non paratrabéculaire, ou bien aussi interstitiel, il est possible. Rarement, on a uniquement un pattern qui est paratrabéculaire, mais dans ce cas, il faudra penser tout d'abord au lymphome de la zone marginale. On a 3 sous-types sans corrélation avec les taux sériques des IgM. Le sous-type lymphoplasmocytoïde qui comporte des petits lymphocytes matures avec des plasmocytes à différents stades de maturation. L'exemple qu'on a vu sur les deux lames virtuelles qui est le sous-type lymphoplasmacytique
qui comportent des petits lymphocytes ainsi que des cellules plasmocytiques qu'on appelle également des cellules de Marshall-Co, et c'est des cellules qui rappellent fortement l'aspect de cellules plasmocytaires matures. Polymorphe, c'est le troisième type. Il comporte des cellules de grande taille et, comme on l'a déjà dit, on croit que c'est le stade précoce qui va précéder la transformation en un lymphome B diffus à grandes cellules. Il n'est pas rare d'observer des corps de Dutcher et de Russell et aussi des dépôts amyloïdes. Ils sont possibles qu'on va observer au niveau de la paroi vasculaire ainsi qu'au niveau interstitiel. Concernant le profil immunohistochimique, il va permettre la mise en évidence des deux populations cellulaires, à la fois les lymphocytes qui sont de type B, qui vont exprimer le LCA, qu'on appelle également le CD45, le PAX5, le CD19, le CD20, le CD22, ainsi que le BCL2, et on a une négativité pour l'immunoglobuline cytoplasmique, le CD5, CD10, cycline D1, ainsi que le BCL6. Les plasmocytes, quant à eux, ils vont exprimer le CD38 ainsi que le CD138. Ils sont négatifs pour le CD20 ainsi que pour le PAX5. Et puis, des chaînes légères monotypiques sont identifiables, mais elles sont parfois absentes, surtout dans le sous-type lymphoplasmocytoïde. Le KI67 qui va refléter une activité mitotique, il va être faible et le PC-CON3 va revenir négatif. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.